Bonsoir à tous, moi je suis Morgane de 360 Learning, donc, comme le veut le template de présentation, donc ma petite carte avec mes petites infos à l'intérieur. Pour me présenter brièvement, moi ça fait 2 ans que je travaille chez 360 et mon rôle en interne c'est de structurer justement tous les process transverses et les méthodologies de travail, donc tout ce qui concerne l'onboarding, les process de feedback, etc. Et avec à chaque fois un objectif en tête, c'est comment on décentralise toutes les fonctions qui étaient traditionnellement opérées par le management pour en faire des process décentralisés et horizontaux. Du coup, pour vous présenter très rapidement 360, au cas où, si vous ne me connaissez pas, nous on est une plateforme de formation en ligne qui a été créée en 2013 à peu près, c'est à ce moment-là que notre produit s'est structuré. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose cette plateforme de formation en ligne où n'importe qui sans compétences techniques particulières peut créer des modules de formation. Et vous allez voir, ça joue évidemment un énorme rôle en interne, tant dans l'organisation que dans les onboarding ou la documentation des bonnes pratiques. Donc là, vous avez un petit aperçu de notre produit. Et grosso modo, les grands problèmes qu'on essaie de résoudre, c'est le fait de faciliter le fait de faire de la formation en ligne, parce que les solutions traditionnelles des entreprises sont souvent très lourdes, très coûteuses et pas du tout engageantes. Et donc du coup, nous, c'est vraiment notre postulat de dire on va faire de la formation quelque chose de sympa et de très business oriented en fait. Et aujourd'hui, pour vous donner des éléments de contexte aussi, on est à peu près 60 collaborateurs. On était 20 quand je suis arrivée l'année dernière. Donc on a une belle croissance, on est très content et on a à peu près 1300 clients à la fois entreprises et organismes de formation. Donc voilà. Et en fait, l'histoire 360, elle est assez intéressante parce que l'entreprise a été créée par Nicolas Hernandez et Guillaume Allary, ces deux fondateurs, donc deux ingés qui décident de quitter leur taf dans la finance en 2010 et de trouver un produit. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient une seule conviction, deux convictions. Ils voulaient faire quelque chose dans l'éducation et ils voulaient faire quelque chose qui ne reprenne pas en fait les codes des organisations traditionnelles. Donc il y avait pas mal d'inspiration à ce moment-là que j'ai listé ici. Premièrement, Nico a fait un petit master de philo sur Michel Foucault et le panoptisme, donc ce qui conditionne pas mal notre manière de concevoir l'information et les flux d'informations en interne. Autre inspiration aussi, c'est évidemment Reinventing Organization, qui est le bouquin qu'on offre à tous les nouveaux arrivants chez nous. Et ce qui est particulièrement intéressant à l'intérieur, je trouve, c'est la dimension sociétale des organisations et le fait que c'est une espèce de cristallisation de plein de tensions. Et du coup, on se sent vraiment proche de ça, notamment en termes de réinvention des modalités de travail. Et enfin, une des dernières inspirations qu'ils avaient à la création, c'était évidemment tout ce qui se passait autour de l'holacratie de l'entreprise libérée. Il y a des choses dont on s'est inspiré, qu'on a abandonnées par la suite, mais en gros, c'était quelque chose qu'on avait à la base. Du coup, pour parler un peu plus du modèle d'organisation, je vais essayer de faire vite et de sauter les généralités, vu qu'elles ont déjà été présentées et que c'est un peu l'objet de ces meetings. La conviction initiale, c'était que pour scaler et pour aller vite et pour générer vite de la croissance, les modèles traditionnels ne marchent pas pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a des paradigmes que l'on juge un peu dépassés. Un des paradigmes étant l'autorité ou la hiérarchie, avec cette illustration extrêmement simple. Si on prend une pyramide hiérarchique, que quelqu'un est à un sommet et a des multitudes de gens sous lui, si cette personne est mauvaise, ça se répercute sur tout le monde. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt créer un modèle d'organisation qui soit extrêmement flat, résilient et très horizontal. Et tout ce qu'on fait depuis 3 ans, en fait, a pour ambition d'arriver à cela. Et notamment, les frictions qu'on voulait combattre, c'était premièrement le manque d'autonomie, comme tu soulignais justement en intro, et deuxièmement, la dispersion de l'information et les goulets d'étranglement que ça produit à tous les niveaux de l'organisation. Donc du coup, pour faire ça, on a beaucoup itéré. En fait, on s'est rendu compte qu'aucun des modèles tradis ou même alternatifs qui existaient à ce moment-là ne nous satisfaisait. Et on s'est dit, on va faire plutôt quelque chose d'autre. On va partir en fait de nos problématiques business, des personnalités des gens qui sont dans la boîte pour essayer de construire de manière un peu bottom-up une culture comme ça qui repose sur des méthodologies et des pratiques très concrètes et qui soit centrée en fait sur la notion de comment garantir la meilleure qualité d'exécution en interne pour générer le maximum de croissance et aller très vite. On a théorisé un peu cette approche de manière un peu pompeuse, mais le message est là, sous le nom de Convexity, donc c'est vraiment cette idée, on scale tous les jours plus vite en fournissant le moins d'efforts possible à chaque fois. Et en fait, derrière ce framework, parce qu'on l'envisage un peu comme un framework, je vais vous montrer une illustration derrière, il y a 3 principaux objectifs. Donc, le premier, c'est décentraliser toutes les fonctions du management, que ce soit le coaching, fixation des salaires, prise de décision. Deuxièmement, empowerer, donner tous les éléments pour qu'un individu se sente autonome sur son périmètre d'activité pour prendre des décisions et faire ses choix. Et troisièmement, faire en sorte que la structure elle-même de l'organisation soit résiliente et inclure en fait dans cette structure des boucles de feedback qui fait qu'on arrive à garantir une optimisation en permanence de l'organisation. Ça va devenir bien plus clair dans quelques instants. Ok.
Et donc du coup, aujourd'hui, en fait, les principes clés qui sous-tendent tout ce travail sur l'organisation chez nous, il y en a 5. Donc le premier principe, c'est que l'information doit être totalement symétrique et doit être totalement transparente. Donc tout doit être logué dans des interfaces comme Trello, Salesforce ou nos outils métiers, mais rien ne doit être, tout ce qui touche au business doit être logué en fait. Tout ce qui touche au business et qui concerne d'autres personnes doit être logué. Donc c'est pour ça qu'en interne on fait presque pas de meeting, on n'a aucun meeting récurrent et les seuls points qui existent encore c'est des one-to-one d'ajustement. Et on n'envoie pas d'email aussi parce que tout passe par des flux d'infos sur Trello. Deuxièmement, l'alignement entre les équipes est obligatoire, donc ça c'est un principe extrêmement clé. Si on veut garantir l'autonomie, il faut qu'il y ait un cadre cohérent autour. Donc un des principes c'est si ce que je m'apprête à faire a un impact sur une ou plusieurs personnes, je suis obligée de demander du feedback à ces personnes-là en interne. Troisièmement, les bonnes pratiques qu'on a reconnues comme étant utiles et qui ont de la valeur doivent être intégrées par chacun, donc ça implique derrière un système d'évaluation de l'intégration de ces bonnes pratiques. Quatrièmement, tout ce qui fonctionne doit être optimisé et je rajouterais même documenté en permanence. Donc voilà. Et enfin, dernier point, l'asynchrone est roi, ce qui revient en fait à ce que je disais sur l'absence de meeting. Et en fait, aujourd'hui, on a 4 manières de déployer ça. Donc on a créé des codes communs de pratiques qui sont partagés en interne, je vais vous montrer un exemple. Deuxièmement, on fait du training en continu en utilisant notre produit pour vérifier l'acquisition en fait, de ces pratiques. Troisièmement, on a mis en place des mécaniques de gamification à l'intérieur pour que ça reste un peu cool de progresser et d'acquérir ces pratiques. Et enfin, on s'appuie énormément sur nos outils et nos interfaces en fait, pour centraliser l'information. Et du coup, très concrètement, pour rentrer dans le détail, le premier point sur lequel on a travaillé, donc là c'est un peu un plan temporel, la première question qu'on s'est posée, c'est pour garantir une très bonne qualité d'exécution, il faut que les gens se sentent responsables de ce qu'ils font. Donc c'est évident, mais le problème c'est que c'est parfois difficile de le matérialiser. Et donc du coup on avait cette problématique de si on met 2 personnes qui sont responsables d'une même tâche, ben, ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas qui doit trancher. Donc on a introduit un principe qui est une tâche égale un honneur, et de cette manière en fait on va découper tous les projets systématiquement en tâches qui vont être liées à une personne qui en a la responsabilité de la faire avancer, ou qui prend la responsabilité devant toute la boîte. Deuxièmement, on avait fait un gros travail sur les scopes et les périmètres d'activité pour être sûr que les scopes des gens ne se recoupent pas aussi en interne. Parce que si 2 scopes se chevauchent, en fait, il y a un point de friction à cet endroit-là, et en fait, on ne sait toujours pas qui doit décider, qui doit trancher. Résultat, on perd du temps, on demande du feedback à des gens, alors qu'en fait, on pourrait prendre la décision de notre côté. Et en fait, une manière qu'on a trouvé de faire ça, c'est extrêmement simple. Les images ont un temps de chargement extrêmement long. C'est de matérialiser directement en fait, dans Trello, qui est notre outil, vraiment le cœur de 360. On a tous nos outils métiers, mais c'est vraiment le cœur de la boîte. L'intégralité des scopes disponibles. Donc en fait, ça c'est un board scope qui reprend team par team tous les gens qui sont présents en interne et quel est son scope, quelle est son interface. Et donc du coup, par interface, on entend l'endroit où en fait il va recevoir des requests et les traiter et avoir une roadmap structurée. Donc ça c'est un premier point, c'est vraiment, ça prend 1 heure à faire ce board et c'est extrêmement intéressant, même pour les nouveaux onboardés, ils visualisent tout de suite qui fait quoi, qui gère quoi, etc. Deuxièmement, on a aussi instauré un principe de ne pas faire de board d'équipe, ou en tout cas au minimum, mais plutôt de tendre vers des boards individuels en partant du postulat que un individu peut agir sur des sujets transverses, donc qui sont dans le même scope. Par contre, ce qui est toujours la vérité vraie au final, c'est comment il va choisir de répartir son temps de travail dans la journée. Donc au final, si on a un board où on fait quelque chose, un autre board où on fait autre chose, il n'y a pas d'endroit où c'est centralisé, où l'individu a une vue globale en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que le deuxième chantier a été face à la complexité de l'info dans Trello. Donc, où en fait, si on part du principe qu'on a un board par personne, quand on est 60, ça commence à devenir un peu tentaculaire, surtout qu'il y a des boards pour faire remonter de l'information, etc. On a décidé de normaliser l'intégralité des boards Trello en faisant de la formation en interne et en créant en fait des mécaniques de gestion de projet et d'exécution qui soient toujours les mêmes. Donc ça, c'est mon board à moi. Tous les boards sur 360 sont structurés de la même manière. On retrouve systématiquement ici une liste request qui est le point d'entrée sur le board. Donc en fait, chaque personne qui veut faire une demande passe par là. Moi, je suis libre, selon ma roadmap, mes objectifs, de la refuser ou non, et demander à la personne de compléter sa réponse. On a des templates qui tournent là-dessus aussi. Si la demande n'est pas complète ou qu'il manque des éléments, c'est directement archivé. Et ensuite, on a une roadmap ici où c'est la liste de toutes mes actions priorisées avec ma tête sur les choses que je vais traiter dans l'ordre où je vais les traiter. Et derrière, systématiquement, des plans d'action pour visualiser les degrés de progression sur les grands chantiers, une liste KPI et du reporting derrière. Et donc ça, cette structure dupliquée partout.
À partir du moment où on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème qui était on a tout documenté, ça tourne, les gens utilisent cette structure, c'est très bien. Par contre, maintenant, comment on documente ce qui marche en termes de gestion de projet? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment créer une culture de la documentation permanente de ce qui fonctionnait et de la templétisation aussi permanente de tous les process. Et donc, du coup, pour le faire, on a été un peu fou, comme vous allez le voir. En fait, c'est ce que je désignais par code de pratique. On a créé des règles en interne qui disent que dès qu'on apprend quelque chose ou qu'on fait quelque chose qui a un ROI qui mérite d'être documenté, on va systématiquement le documenter, que ce soit sur des méthodes générales de travail, de l'ordre de gérer son inbox, découper un projet, avoir une pensée rationnelle, s'exprimer de manière claire à l'écrit, etc. Ou de leur métier sur du marketing, sur les sales, sur les PM, etc. Donc aujourd'hui, on a des boards comme ça qui sont des boards de bonnes pratiques et en fait qui renvoient systématiquement derrière vers des parcours de formation sur notre propre produit où en fait on s'en sert pour créer les onboarding derrière et pouvoir en fait déployer un onboarding très rapidement vu que les pratiques sont documentées en permanence et actualisées aussi en permanence. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, il y a des systèmes d'évaluation qui vérifient que ces principes de bonne gestion de projet sont intégrés. Et donc voilà, c'est ce que je cite. Et en fait, tout ça, donc là je vous montre un exemple, c'est ce qu'on fait par exemple, ça sur notre plateforme, sur notre produit, ça c'est une des premières tâches qu'un nouvel arrivant a à faire en débarquant chez 360, c'est apprendre à gérer le flux d'emails sur son inbox. Donc, voilà, avec un petit test, est-ce que cette boîte mail est bien organisée ou pas, je vous laisse répondre dans votre tête. Voilà. Et ensuite, voilà. Le point suivant, c'était que, bon, on a ça, on a de la formation qui tourne sur des pratiques de travail, sur des outils de gestion, de méthodologie et tout, on arrive à voir qui est bon, qui exécute bien, où est-ce que les process sont clean, etc. Il nous manquait ensuite une manière de visualiser en fait les états d'avancement de chacun et de pouvoir fixer des objectifs là-dessus et pouvoir aussi voir au sein d'une équipe où en était quelle personne et donc du coup de pouvoir tout visualiser. Et donc là pareil, en fait ce qu'on a fait c'est que on a créé ces parcours de formation avec des milestones et des objectifs intégrés. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc ça c'est Alice que vous connaissez peut-être, une PM chez nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez et que vous faites votre onboarding chez nous, dès le premier jour, vous allez avoir des milestones très concrètes à passer. Donc je prends l'exemple d'un Inside Sales, parce que je le connais bien, j'ai fait ce parcours il n'y a pas longtemps. C'est par exemple jour 1, tu fais 5 premiers calls de qualif, ça va être noté. Si jamais c'est pas validé par la personne qui t'examine, tu recommences. Et ensuite ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait tout est vraiment rythmé par ces milestones qui s'échelonnent jusqu'à year plus 1 en général. Et après on estime qu'on n'a pas non plus assez de visibilité, que la boîte va tellement évoluer, c'est sûr, pour ne pas pouvoir programmer à plus de 2 ans. Mais en tout cas à plus 1 an sur un scope qui est fixé, on sait quels sont les steps et les key steps que la personne doit attendre. Et donc tout ça nous permet de monitorer aussi en interne justement la qualité d'exécution. Ensuite, le point suivant, c'est forcément on a dit qu'on ne voulait pas de manager, donc comment on fait pour coacher les gens au final? Parce que c'est bien beau, mais le manager ça sert aussi à ça. Et en fait là ce qu'on s'est dit c'est que sur la base justement des scores des gens aux onboarding et de leur capacité à faire de bonnes évaluations, à être souvent sollicités dans des processus de feedback, etc., on pouvait déterminer des coachs en interne et en fait lier ces coachs à des compétences. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la sales team. Hop. On a une série de coachs, donc là c'est par exemple, qui sont matérialisés dans notre produit. C'est par exemple JC, qui est un des plus anciens sales chez nous et qui est excellent en argumentaire commercial et pour en fait traîner les nouveaux sur le pitch 360. Et en fait, lui, il est responsable d'une partie des évaluations uniquement là-dessus et ça va être le référent sur ce sujet. Et donc, ce qui fait que quand on fait des entretiens de feedback en interne pour trouver nos points forts, nos points faibles, ce genre de choses, on peut directement lier un point fort et un point faible à une personne qui est référencée comme coach parce que tout est centralisé en fait en interne et du coup prévoir d'aller solliciter la personne pour se monter en compétence là-dessus. Hop. Donc voilà, on a fait tout ça, on était très contents. En fait, on s'est rendu compte que ça demandait quand même un effort de suivi très intense parce qu'en fait, sur 20 personnes, ça va, c'est facile. Sur 60, quand on n'a pas de RH, parce que personne n'est RH chez nous, ça devient compliqué.
Du coup, on s'est dit qu'il manquait une étape dans tout ce qu'on avait mis en place, qui était de créer des boucles de feedback à tous les niveaux pour vérifier qu'en fait tout était bien acquis. Et en fait, pour déclencher, si ce n'était pas le cas, en fait, un autre process justement pour faire en sorte que ce soit le cas dans quelques semaines. Et donc du coup, pour faire ça, hop, on est parti un peu loin. On a créé des bots dans Trello, en fait, des bots d'examen, des bonnes pratiques, en fait des bots qui ont pour rôle de voir si les bonnes pratiques d'exécution sont bien respectées sur les boards. Donc ça a été possible parce que tous les boards étaient normalisés. Et donc du coup, aujourd'hui, on a des bots qui tournent. Donc, par exemple, Aging Task, c'est un bot qui me ping si une carte traîne depuis plus de 30 jours dans ma roadmap. Donc en vrai, elle ne devrait pas être là, sinon ça veut dire que le projet était mal découpé et que ça aurait dû être découpé comme ça initialement. Deuxièmement, on a Aging Request. Donc ça, c'est quelqu'un m'a fait une request et j'ai pas répondu au bout de 3 jours, je reçois une relance, attention, il faut répondre. Parce qu'on part du principe que mieux vaut dire non tout de suite et évacuer le sujet plutôt que de laisser quelqu'un patienter sur le côté, il va perdre du temps en fait à vouloir avoir une réponse de votre part. Troisièmement, les roadmaps pas bien structurés. Donc là, l'idée, c'est de se dire, comme la roadmap est en vrai un gros canal de communication chez nous, dans le sens où quand on fait une demande à quelqu'un, on peut très vite voir en fait si la personne est floudée ou pas en regardant sa roadmap. Si la roadmap est mal construite et ne respecte pas les quelques règles qu'on a prises, en fait, ça devient invisible. Donc pareil. Too many tasks, c'est tu es membre de plus de 10 cartes en même temps. Ça veut dire que tu es en train de mener en parallèle 10 actions. C'est une très mauvaise idée parce que tu es en train de paralléliser et de perdre ton focus. Et Weighted Answer, où là, en gros, c'est la boucle de feedback liée au Zero Inbox. En gros. L'idée, c'est de se dire, comme le Zero Inbox, je ne peux pas le monitorer et passer ma vie à aller regarder les inbox des gens pour voir si c'est bien. Ce que je peux faire, par contre, c'est monitorer le délai de réponse à un ping sur Trello. Et donc ça veut dire que moi, en fait, je m'en sers, par exemple, si je vois que quelqu'un est complètement floudé et a des centaines de jours de délai de retard qui s'accumulent sur ce bot, sur cette métrique, je peux aller le coacher, voir avec lui quel est le problème, etc. Et en fait, tous ces bots génèrent des fiches, génèrent de la data sur laquelle moi je m'appuie après pour aller faire vraiment du coaching personnalisé et trouver le bon coach à mettre en face de la personne pour la faire progresser. Ensuite, on a mis en place aussi, en plus de ces bots, des commandes spécifiques pour normaliser en fait la manière dont les projets étaient menés. Donc une des commandes, c'est par exemple /done. L'idée c'est c'est comme ça qu'on manifeste en interne qu'une tâche est terminée, donc on poste ça en commentaire. Done XX suivi d'un nombre de jours, en fait c'est done 20 ou 30. Là l'idée c'est de faire repopper la carte X jours après pour pouvoir faire une analyse du ROI de l'action et après avertir sa team de est-ce que ça mérite d'être reproduit, non, c'était pas pertinent, ou alors oui mais on aurait dû mieux le faire. Voilà. Learnings, ça c'est une commande qui permet de loguer un learning sur justement cette problématique du ROI d'une action en disant je sais pas, c'était pas du tout intéressant d'aller à cette conférence, je sais pas quoi, n'y allons plus jamais, mettons ça dans les onboarding, je plaisante bien sûr. Et donc du coup en fait on s'en sert comme ça et ça génère de la doc derrière dans les bords de documentation et delay qui est une manière de repousser la date d'analyse du ROI d'une action. Donc on a toutes ces petites commandes qui tournent et qui moi en fait me permettent d'aller coacher les gens. Et en fait le point suivant, qui était la friction suivante à laquelle on s'est attaqué, c'est que une fois que tout ça tourne, ce qui n'est pas hyper simple à mettre en place en vrai, parce qu'il faut convaincre les gens qu'il y a un vrai intérêt pour le faire derrière, donc ça veut dire qu'il faut passer énormément de temps à faire la pédagogie de qu'est-ce que ça va t'apporter en fait de faire ça et pourquoi c'est bien de le faire. Mais on s'est rendu compte que le point suivant c'était nous on a deux types de profils en interne, on a des profils très ingés, donc typiquement qui sortent de grandes écoles et qui ont déjà bossé en start-up, et des profils plus commerciaux qui viennent souvent de cabinets de conseil en fait, ou d'autres types d'organisations, ou d'autres boîtes soft. Et en fait, on s'est rendu compte que autant sur la partie ingé, le fait de donner un feedback très rationnel et très dépassionné est quelque chose d'assez normal, autant sur d'autres catégories de personnes, c'est un peu plus complexe. Et donc du coup, ça se fait beaucoup moins facilement. Il y a un rapport très vite lié à l'ego en fait, dans le feedback qu'on va recevoir ou donner. Et donc du coup, on s'est dit comment on va faire pour essayer de générer le maximum de feedback de manière opérationnelle. Et bien, tout simplement, pas vraiment simplement d'ailleurs, mais on est parti des pratiques qu'on avait documentées, de ces codes de pratique, et on a dit, ok, on lance deux nouvelles commandes maintenant qui sont bid et praise. À partir du moment où une pratique est dans Convexity University, donc c'est le nom des boards et des parcours que je vous ai montré, ça veut dire qu'elle est censée être partagée par tout le monde, parce qu'en gros, il y a un système de vote derrière qui fait que c'est comme ça qu'on sait que c'est validé.
À partir du moment où elle est censée être acceptée par tout le monde, elle est censée être appliquée aussi par tout le monde. Donc en fait, les builds et les praises sont des mécaniques de feedback au quotidien qui permettent de vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette à un endroit, qu'une pratique soit pas morte. Et donc là, je vous montre un exemple. En haut, il y a un build que je vous ai mis en exemple. C'est par exemple sur la qualification entre un sales et un inside sales. Visiblement, il y a un problème dans la qualification, on bid, mais c'est pas grave, la personne ne prend pas mal parce que la pratique est documentée, on sait qu'on va aller commenter après derrière. Et en fait, ça, c'est comment on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'effets de bord qui étaient extrêmement intéressants, dans le sens où, à partir du moment où les gens commencent à les employer de manière fréquente, il y a une espèce de rituel qui se met en marche sur le fait de donner du feedback de manière très constructive, très dépassionnée, très rationnelle à chaque fois, en justifiant aussi ses points. Et en plus, moi, ça me permet de voir quels sont les endroits qu'on n'a pas documentés encore, où il y a des pratiques, des process qui manquent. Et je vous prends un autre exemple. Par exemple, on a créé une carte de pratique sur cleaner son pipe dans Salesforce pour les sales, pour préparer nos boards. Et donc du coup, la personne qui gère Salesforce chez nous s'est rendu compte que les pipes n'étaient pas du tout clean, donc elle a fait une série de builds sur tous les sales. Et en fait, tout le monde l'a hyper mal pris, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, ça a permis de faire émerger le sujet que le process était extrêmement mal construit initialement et qu'en fait, on aurait peut-être continué à tourner comme ça s'il n'y avait pas eu une manifestation de friction à un moment donné. Donc voilà. Voilà pour ça. Et pour terminer, parce que je pense que je m'approche du délai des 15 minutes, aujourd'hui, en termes de bénéfices, clairement, ce qu'on voit en interne, vous avez mis quelques captures d'écran, c'est que le modèle est extrêmement motivant pour les gens, dans le sens où il y a une notion de confiance mutuelle qui se crée en fait un peu organiquement, parce qu'on sait que les gens vont faire leur taf et on n'a pas besoin de micro-checker, donc ça c'est hyper cool. Il n'y a pas besoin de micromanager non plus parce que tout est visible, donc très bien. Autre feedback qu'on a eu, le fait d'utiliser les builds et les praise, ça crée aussi des mécaniques de reconnaissance en interne qui sont moins lourdes que faire des newsletters de team où on va s'auto-congratuler de ses succès. C'est bien de le faire, mais ça permet d'être aussi reconnu par les autres en interne. Autre point qui est souvent souligné en interne, c'est que c'est motivant pour prendre des actions et des initiatives dans l'environnement. Et dernier point qui est peut-être le mieux, c'est qu'en fait on sait qu'on est très vénère en termes d'organisation et de méthodologie et de process, et que c'est très clivant en fait. Mais le feedback qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, si on essaie d'avoir le truc le plus flat, le plus autonomisé possible, ça ne marche pas en fait si on ne crée pas ces codes-là. Et en fait, ce qui est super stimulant, je pense, et le feedback que moi j'ai avec l'interne, c'est que comme tout est très expérimental et qu'on teste beaucoup de choses et qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas, et comme les builds et le prêt, ça donne l'impression d'être facile, mais en fait, c'est compliqué quand même de faire accepter à des commerciaux, je vais te mettre des builds parce que tu n'as pas rempli ton pipe, je sais pas. Enfin, bon. Et du coup, il y a un côté extrêmement challengeant et c'est aussi un des gros arguments qu'on a en termes de rétention en interne et de recrutement, bien sûr, à l'externe. Et quelques autres éléments. En termes de gains opérationnels sur les onboarding, nous ça nous a fait gagner un temps monstre en fait, notamment au moment des vagues de recrutement massif qu'on a eu, parce que si on a un seul coach sur un sujet qui doit avoir 6 sales en 3 semaines et passer des heures et des heures en présentiel à lui expliquer les trucs, ça ne marche pas. Aujourd'hui avec ça, les gens sont totalement autonomes dans leurs onboarding, ils ont juste des objectifs qui sont fixés, ils doivent se débrouiller pour les atteindre en fait, en se basant sur les pratiques documentées, et du coup on arrive à avoir des délais qui sont extrêmement courts, à mon sens, entre le moment où la personne arrive et le moment où elle va commencer à produire. Et évidemment, pour certaines équipes, c'est un peu plus long. Pour un sales, on ne va pas le jeter en démo devant un patron du CAC 40 en deuxième journée. Et le troisième point qui est très très cool, c'est que toutes ces pratiques, comme un des liants, c'est quand même la documentation, c'est vraiment devenu un réflexe en interne de documenter ce qui marche en fait et de créer des templates. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on grossit au sein d'une team, si par exemple on recrute au market, tous les templates d'actions récurrentes qui fonctionnent sont déjà prêts et la personne, son onboarding, ses premiers jours, en fait, c'est d'appliquer ses tâches, de voir où elle peut apporter de la valeur et à son tour les optimiser avant éventuellement de changer de scope. Voilà. Et voilà ce que je vous disais sur la rétention des talents. Donc du coup, peut-être pour terminer, les key takeaways que je vous recommanderais là-dessus, si vous trouvez votre modèle inspirant, c'est documenter toutes les bonnes pratiques et en faire quelque chose de systématique. Deuxièmement, construire ces onboardings sur cette base opérationnelle et
moins sur les valeurs, etc., des choses un peu abstraites, mais vraiment sur des réflexes et des méthodologies de travail qui vont au final conditionner la culture de l'entreprise. Troisièmement, mettez en place des boucles de feedback pour voir où ça ne marche pas en fait, et il y a un process qui est prêt au cas où ça ne marche pas aussi. Associer évidemment la team à la mise en place de ce genre d'action, parce que moi au début je suis arrivée en disant on va le faire comme ça et je vous propose de faire ça, mais bon on va le faire, en fait on va faire mon truc, et en fait ça marche pas parce que ça génère énormément de friction. Alors que pour les derniers bots qu'on a mis en place, ce que j'ai fait systématiquement c'est que requester des bêta-testeurs en interne, fait une phase d'analyse de leur feedback sur le sujet, optimiser, après déployer. En plus, ça crée un petit effet de genre, ah, on est les premiers à avoir ce truc, trop bien. Et voilà. Et valoriser aussi ce que vous faites en termes d'organisation. Nous, on se rend compte que plus on parle de ça et de ce qu'on fait, plus ça nous ramène des gens qui sont intéressés, qui s'intéressent à notre produit, notamment sur les clients de grands comptes. Donc, c'est intéressant. Et aussi partager vos bonnes pratiques avec les autres, dans le sens où nous, il y a plein de points qui nous restent encore à craquer. Je pense au remote, mais aussi à la grille des salaires, donc c'est pour ça que ça m'intéresse, les interventions suivantes. Donc voilà. Et j'ai pas forcément de fun fact, à part qu'on nous prend souvent pour des robots malades quand on présente ces modèles à des gens. Merci. Merci beaucoup Morgane, c'est hyper intéressant, hyper inspirant, effectivement, de belle ingénierie. Est-ce que vous avez des questions? Dans une boîte sans RH, assez horizontale, le recrutement, ça se passe comment? Alors pour l'instant, moi j'ai créé des process pour que les gens puissent utiliser nos différents canaux de recrutement. Et en gros, chaque team est honneur sur son recrutement. Et il y a des ressources centralisées comme des templates de job offers, ce genre de choses. Et chacun a ses moyens et son budget en fait. Mais on va recruter un RH. Comme c'est très clivant comme modèle, est-ce que vous avez beaucoup de turnover ou les gens savent à quoi s'attendre? Les gens savent à quoi s'attendre. En fait, on fait très attention de bien communiquer, de bien expliquer comment ça marche en entretien. Et en fait, c'est souvent pour ça que les gens choisissent de venir aussi, parce qu'ils trouvent ça, waouh, qu'est-ce que vous faites, c'est bizarre. Et c'est intéressant. Et par contre, après, en termes de turnover interne, on en a sur les sales, mais comme dans toutes les boîtes au final, enfin SaaS en tout cas, et très peu sur les autres équipes en fait. Parce que les objectifs sales sont très élevés aussi. Ouais. Et vous avez déjà envoyé des gens depuis que vous avez ce modèle? Par rapport au problème de fit, par rapport aux résultats que ça générait, vous avez dit cette personne n'est pas performante? Ouais, par rapport à l'adéquation avec ce système. Ouais, en fait l'année dernière, mais c'était aux prémices du système, en fait on avait un profil qui était plus senior et qui avait déjà eu l'habitude de bosser dans d'autres types d'organisations, dans des grosses boîtes, et en fait ça n'a pas du tout marché. Et c'était une personne qui était très extravertie et qui était moins dans les nouvelles recrues? Dans les nouvelles recrues, non, pas encore. Et si le problème se présente, ça m'intéresse de savoir si le problème se présente, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de RH, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, c'est quoi? Une personne a des très très mauvais résultats selon votre système de notation. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a déjà le SAS de la période d'essai qui pour nous est hyper important. Donc déjà, il y a un vrai truc à la fin de période d'essai où on vérifie tous ces KPI, etc., toutes les évaluations, on aligne tout le monde et le méta onboard, parce qu'il y en a plusieurs, prend la décision là-dessus. Et après, on n'a encore jamais eu de problème sur des personnes qui sont là depuis longtemps. Mais je pense que la question se posera effectivement à un moment, je sais pas encore. Juste une petite précision, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle frugal, c'est qu'en fait, on traite le problème que quand il apparaît. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que au final, c'est un modèle très temporel, c'est tous les problèmes qu'on a eu à un moment et comment on a essayé de les futur qui serait Une autre question. Je voudrais revenir sur la normalisation des boards. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que chaque grand projet a un board, Ouais. et que toi, tu as ton propre board perso. Ouais. Comment tu gères la duplication entre guillemets de l'information? Je gère pas la duplication de l'information. Okay. En fait, comment sur un board de projet, tu arrives à communiquer aux autres qui sont aussi inclus dans le projet, que tu taffes sur ton board perso à toi et que tu as avancé sur ce truc-là? On n'a pas de board projet, en fait, on n'a que des boards perso. D'accord. En fait, on a d'autres canaux après de remonter de l'info, mais comme on dit que chacun est honneur sur son truc, par exemple, je prends au marketing, on a une personne site web, une personne acquisition, une personne content et une personne event, enfin com vite fait. Et moi, je m'en occupe vite fait un peu aussi, mais bientôt plus trop. En gros, chacun est totalement responsabilisé, c'est à lui de mettre en place ses reportings, ses newsletters, etc. Et par contre, là où ça va être crucial, c'est que dans les cartes
dans les micro-projets qui vont impacter les autres, il est obligé de demander du feedback. Ok, Donc le feedback se fait au niveau de la carte en fait. d'accord. Donc chacun a ses projets dans son Trello. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, je peux le prendre. Du coup, moi, ma question, c'était, vous projetez à peu près dans les années à venir là, en croissance organique, vous avez des idées de combien de personnes vous voulez être? Parce que, alors la question d'après, c'est, là, tout ce que vous développez sur Trello, c'est super et ça a l'air d'être assez complexe à gérer. Mais est-ce que vous projetez avec ce type d'outil-là, comment vous allez gérer la complexité avec la croissance organique qui va de pair? On se pose la question, je pense que ce système de board, il a extrêmement bien marché de 20 à 60, et peut-être qu'il va tenir encore jusqu'à 80, donc c'est déjà bien. Mais peut-être qu'effectivement on sera obligé de changer la structure des choses après, et de réfléchir à une autre manière de gérer les projets. Mais il n'empêche que je pense qu'on gardera une mécanique de bots, etc. qui Parce tournent. que la question, c'est est-ce que finalement votre modèle n'est pas un peu trop adhérent à l'outil? C'est vrai qu'il est extrêmement basé là-dessus. Après, on ne pourrait pas changer d'outil du jour au lendemain, c'est sûr. Enfin, mais bon, comme tout le monde. Après, je sais pas, parce qu'en fait, c'est très équilibré dans d'autres teams qui, elles, vont avoir leurs outils métiers. Donc, c'est comme les sales sur Salesforce. Au final, eux aussi ont leurs process, leurs méthodos, etc. Et en fait, c'est plutôt sur les équipes qui gèrent vraiment. Le produit est fait sur Trello, par exemple. Il y a des boards product. Donc, je sais pas, en fait. Je sais pas répondre encore. On se posera la question de l'organisation dans quelques mois. On va s'arrêter sur les questions, parce qu'en fait, il y a d'autres à passer. Un petit conseil, si vous avez des questions, vous allez recevoir le board, vous pourrez poser vos questions. Vous pinguez Morgane, du coup ça va atterrir dans son board perso et elle sera obligée de vous répondre. Merci. Sur moi ? Merci beaucoup encore Morgane. Merci.